Bonjour à tous et bienvenue pour ce festival Web3. Nous sommes sur notre troisième événement du festival Web3 organisé par Lyon et je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième événement avec Alexandre. Alexandre qui est Head of Growth chez Dogami. Je me permets juste, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter Lyon et de présenter Alexandre. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que vous voyez bien les slides, que tout va bien et qu'on va pouvoir passer environ 1 heure ensemble à discuter des sujets Web3 et plus particulièrement voilà, la différence Web2, Web3 et comment construire sa stratégie d'acquisition. N'hésitez pas. Le but, c'est vraiment, voilà, nous, on a déjà avec Alexandre quelques thématiques et quelques questions que l'on souhaite aborder, mais on est vraiment friand de vos retours, de vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les poser. Si elles sont pertinentes avec les échanges que l'on a au moment même, on les prendra au fur et à mesure. Et puis, sinon, on programmera également un petit moment à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et merci beaucoup, Alexandre, d'être avec nous pour ce troisième webinaire. Eh bien, merci à vous, merci à toi, merci à Lyon pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de ce qui nous passionne en général. Et puis nous, avec Dogami, on est vraiment en plein dedans. Donc merci pour l'invitation. Et puis hâte d'échanger avec tout le monde. Je vais dire aux Français sur Discord qu'on est en live. Je vais leur rebalancer le lien. Top, Hop. super. Alexandre, on est super content de t'avoir parce qu'en plus, tu fais partie depuis longtemps de la communauté des Lions. Donc, Ouais. c'est aussi un plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, très rapidement, pour vous présenter, Lyon, on est l'école de l'avant-garde. L'école de l'avant-garde, c'est notre objectif, c'est vraiment d'accompagner chaque collaborateur, chaque personne finalement d'adopter les bons états d'esprit, les bons outils pour finalement être épanoui dans son travail, dans son job et finalement s'assurer aussi son employabilité puisqu'on est dans un monde qui bouge en permanence. Si vous êtes sur ce webinaire-là, c'est que vous le savez puisque les sujets Web3, ça fait quand même très peu de temps que c'est en vogue, on va dire. Donc voilà, c'est concrètement notre but, c'est vraiment de vous former au métier de demain, au métier du futur et pour vous permettre d'être employable à vie. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas Alexandre. Le but de ce sujet et des échanges qu'on va avoir, c'est vraiment finalement de aussi répondre à des problématiques que l'on a beaucoup entendues, nous, avec les échanges qu'on a pu avoir avec les alumni de Lyon et aussi notre communauté plus globalement. Il y a beaucoup de questions sur le fait que finalement le Web3, c'est très vaste. On est souvent noyé sous l'information et on ne sait pas du tout par où commencer. Donc il y a beaucoup de webinaires, beaucoup de newsletters, beaucoup d'informations. On ne sait pas le vrai du faux, on ne sait pas comment tirer les bonnes informations et aller droit à l'essentiel. Alexandre, justement, on aura une question à la fin de ce webinaire là-dessus. Il vous partagera aussi, lui, à ses débuts, par quelles ressources il est passé, quel webinaire peut vous conseiller pour justement vous acculturer à cette thématique. Yes. Et évidemment, si vous avez envie de rentrer plus dans le vif du sujet, nous, notre but là du webinaire, c'est un peu de l'acculturation. On va poser les bases, mais on a une formation qui rentre encore plus dans le vif du sujet. Et c'est la formation Web3 et moi que Lyon organise pour vraiment s'immerger et naviguer dans le Web3. Donc, ça sera beaucoup plus concret, ça sera de la pratique. Il y aura des exercices pour mettre les mains dans le cambouis. Et donc voilà, ça sera plus sous format formation que sous format webinaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à nous contacter. Je vous mettrai également le lien pour télécharger la brochure pour que vous ayez un aperçu plus en détail. Alors voilà, on va pouvoir commencer. Merci beaucoup Alexandre. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours et également peut-être, ça fait combien de temps que tu t'intéresses au Web3 et ça a été quoi tes premiers pas dans le Web3? Pas de problème. Alors, je vais essayer de faire simple et concis parce que sur le Web3, j'ai tendance à m'étaler. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que donc moi, mon statut actuellement chez Dogami, c'est Head of Growth de Dogami. Avant ça, j'étais aussi Head of Growth dans une startup qui était full Web 2. Et comment j'ai entendu parler du Web 3? En fait, moi, je suis aussi un gros fan de tout ce qui est art digital et notamment des créations en motion design. Et je suivais mes designers préférés sur Instagram. Et en fait, j'ai vu du jour au lendemain. J'avais même pas entendu parler des NFT. C'est mes designers qui ont fait des publications et qui ont dit j'ai réussi à vendre ma création aux 6 Ethereum.
Après, je me suis dit, attends, mais Ethereum, il a combien? Il a 3600, 6 x 636. Ok, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette révolution où on peut donner, en fait, rendre quelque chose unique dans le digital? Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça et j'ai senti, en fait, que ça allait être life-changing pour pas mal de gens, pour tout ce qui est artistes, les artistes d'hier, qui étaient des artistes digitaux qui potentiellement ne pouvaient pas vraiment vivre dans leur passion, aujourd'hui arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de rendre leur création unique dans le digital et donc de leur apporter une valeur. Et en général, quand ils ont une base de followers et déjà une fanbase, en fait, ils arrivent assez facilement à vendre ça. Donc voilà, en fait, comment j'ai découvert le Web3. Et pour faire très simple, grosso modo, depuis ce moment où j'ai vu des designers réussir à vendre leur création graphique pour la première fois, je me suis dit, OK, ça, c'est la future révolution, c'est le Web3. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Et depuis, je fais que de m'intéresser à ça par tous les canaux possibles et inimaginables, quoi. Super. Et du coup, Dogami, en quelques mots, tu peux nous présenter et nous expliquer ce que vous faites? Yes, alors Dogami, c'est très simple, c'est un jeu mobile, donc jeu mobile à la Nintendo slash Tamagotchi. Ça veut dire que vous achetez Ça un donne chien, envie. vous achetez un chien qui a un NFT, qui au début est un chiot, et en fait sur votre téléphone portable, tous les jours, vous ouvrez l'application Dogami et vous devez vous en occuper, comme un Nintendo et un Tamagotchi. L'idée, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez des actions à faire par jour, donc au début, votre chien est niveau 1, et il peut monter jusqu'au niveau 10. Une fois qu'il est niveau 10, il peut se transformer en chien adulte. Après, vous pouvez le reproduire, etc. On a vraiment regroupé tout l'aspect Nintendo slash Tamagotchi et créé une communauté autour des dog lovers. C'est pour ça notamment que je pense qu'on a une très très bonne communauté chez Dogami. Je parle en termes de, tu vois, d'expression de la communauté, parce que dans la crypto et dans le gaming, on sait que parfois les communautés sont très virulentes. Or, Mmh. chez Dogami, on voit beaucoup de personnes qui se sont créées un compte Discord pour la première fois pour le projet Dogami. On sait que 50% des gens sur Discord sont des dog holders, donc on sont déjà un petit peu des amoureux des chiens. Et on a un taux de répartition entre hommes et femmes qui est super élevé. On a presque 25% de femmes dans notre projet, ce qui est quand même beaucoup plus élevé Rare que dans sur les les autres projets crypto. Donc totalement. voilà, pour résumer, c'est quoi? C'est un jeu sur mobile, Nintendogs ou Tamagotchi, où quand vous jouez avec votre chien tous les jours, vous gagnez de la crypto, évidemment. C'est ça les fameux jeux Play to Earn qui ont été introduits avec la révolution des NFT. Et vous gagnez quelle crypto? Vous gagnez le Doga Token, qui est une crypto que nous, on a lancée. Donc évidemment, suivant le cours du Doga Token et suivant le niveau de votre chien, vous allez gagner plus ou moins d'argent. Super intéressant. Bah, merci en étant une fan, quand j'étais jeune de Ouais, Nintendo, ça donne envie de s'intéresser à ces sujets-là. Peut-être, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, tout cet univers et qui nous rejoignent peut-être, justement pour découvrir, le web 3, mais qui ont une base, novice, n'hésitez pas sur Livestorm, il y a une catégorie sondage. On vous a posé quelques questions. Si vous pouvez y répondre, ça nous donnera aussi un aperçu de votre niveau et ce que vous venez rechercher pour ce webinaire. Alexandre, peut-être tu peux peut-être nous préciser la différence Web 2, Web 3. Pour toi, c'est quoi la ouais. grande différence et qu'est-ce que ça a provoqué? Est-ce que c'est une très grande découverte? Qu'est-ce que c'est pour toi? Pas de problème. Alors, je vais même essayer de reprendre depuis le début en repartant du Web 1. En fait, ce qu'il faut se Super. dire, les amis, c'est que le Web 1, quand ça a été créé, ça a permis aux gens de consommer quelque chose sur le digital. Donc, on était vraiment sur une pratique de je consulte. Web 1, je consulte. Il y a Wahoo, je vais sur Google, je fais des recherches et je peux consulter de l'information en ligne, ce qui en soi était déjà une révolution. Ensuite, ce qu'on appelle le Web 2, ça va être l'étape d'après. C'est-à-dire que je ne suis pas capable que de consulter, mais je suis également capable de créer du contenu. Donc ce contenu, je vais le créer via Facebook et via YouTube, des plateformes comme ça de créateurs de contenu qu'on a commencé à voir émerger. Donc Web 1, je consulte, Web 2, je crée du contenu, et le Web 3, c'est la next step, l'étape d'après. Ce contenu que je crée m'appartient. Et c'est ça qui est vraiment révolutionnaire, et notamment avec la technologie d'NFT, comme je vous l'ai dit, on est capable de rendre unique quelque chose dans le digital et donc de lui donner une valeur. Et en fait, maintenant, demain, enfin, je peux vous donner un exemple très, très, très bête. J'adore l'art digital. Je me suis mis à faire des NFT d'art digital que je fais via une IA, tu vois, un truc tout con. En fait, on se rend OK. pas compte, mais n'importe qui de chez lui, en 5 minutes aujourd'hui, peut créer des NFT. Après, évidemment, on parle pas d'une collection de 8000 NFT, même si en soi, c'est assez simple à faire aussi. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une révolution qui va permettre aux gens de créer du contenu et surtout de détenir ce contenu. C'est ce qu'on voit notamment dans le gaming. C'est un petit peu plus facile à imaginer dans le gaming. Dites-vous que hier, il y a énormément de jeux, par exemple World of Warcraft, MMORPG, massivement multijoueurs, où les gens passent des dizaines, des quinzaines d'heures par semaine, etc. Aujourd'hui, vous faites un donjon, vous gagnez un objet légendaire
à l'issue d'un donjon de World of Warcraft, il vous rapporte rien en fait. Vous avez dépensé 10 heures dans le donjon pour l'avoir. Aujourd'hui, vous l'avez techniquement parce qu'il est rattaché à votre compte, mais en soi, il n'y a aucune preuve vraiment dans le digital qu'il est à vous, il n'a aucune valeur, etc. La blockchain va répondre à ce genre de problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler 10 heures sur un donjon pour réussir à avoir son objet légendaire, demain, il sera attaché à la blockchain, à son profil. La blockchain, c'est quelque chose qui est totalement transparent, que tout le monde peut consulter. Et donc, cet objet aura une valeur, c'est-à-dire que la personne, hier, gagnait cet objet, elle gagnait 0 $, demain, elle gagne 2500 $ avec cet objet, en fait. Elle peut le revendre 2500 $ parce que cet objet lui appartient. C'est un petit peu ça la grosse révolution. OK. Bah, super, merci pour cette définition de Web 1, Web 2, Web 3. Pas de problème. Hyper clair. Si c'est pas clair pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat N'hésitez pas. et Ouais. également aussi à regarder nos anciens webinaires qui étaient vraiment plus sur ces bases précises. Là, aujourd'hui, on va parler aussi du métier de growth hacker dans le Web 3. Est-ce que tu as peut-être un retour d'expérience, justement, toi qui étais Head of Growth plutôt dans une entreprise Web 2, on va dire, et là qui te spécialise dans une entreprise totalement Web 3. Est-ce que ça a Yes. changé ton métier? Est-ce que toi, tu as vu des différences dans tes missions? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que peut-être que mon exemple est, un petit peu «unique» entre guillemets, dans le sens où, en fait, je considère que pour faire du gros hacking, il faut, par exemple, avoir un produit. C'est assez important. Je sais par expérience qu'on a essayé de me recruter dans des boîtes où il y avait pas de produit et c'est super compliqué de s'imposer en tant que head of growth quand tu as pas vraiment de produit. Chez Dogami, en fait, si vous voulez, nous, on a lancé et c'est aussi ça qui est assez fou dans le web 3, c'est-à-dire qu'on a lancé la communauté et la communication avant d'avoir le produit. Par exemple, le produit chez Dogami, ce serait le jeu disponible sur l'Apple Store en version free-to-play. Ça va arriver d'ici la fin de l'année ou début 2023, tu vois. Donc en fait, on n'est pas encore à cette étape-là de produit. Donc en fait, j'ai pris le problème à l'envers. On avait 0 communauté, on avait 0 follower partout. Par contre, on savait qu'on voulait commencer par vendre des NFT parce que c'était la hype des NFT et parce qu'il nous fallait créer une base de, une fanbase, une communauté, une base de holders qui allaient plus tard devenir des joueurs. Donc, comme on a fait, je me suis dit, bah, écoute, j'ai 8000 NFT à vendre en février. Techniquement, si par exemple j'ai 60 000 personnes sur mon Discord engagées, potentiellement, je vais sold out mes NFT. Tu vois, ça devrait être suffisant. Et du coup, on a pris ce pari-là de commencer par créer une communauté avec différentes actions. C'est-à-dire que, en fait, grosso modo, de zéro. Donc, en fait, j'ai commencé moi, comme je suis passionné par les NFT, j'ai commencé par rentrer dans tous les projets NFT que je pouvais. Sur Discord, OK. on est limité à 200 serveurs, mais 200 serveurs, je les ai depuis un an, je les renouvelle régulièrement, etc. L'idée, c'était de prendre les best practices des meilleurs serveurs pour faire le serveur de Dogami. La même chose avec la landing page. Et ensuite, on a créé une sorte de cercle qui est Twitter to landing page to Discord, Discord to les autres sites, etc., etc. En fait, il fallait que quand quelqu'un arrive sur notre landing page, il y ait tous les éléments réassurants et toutes les réponses aux questions auxquelles il se pose. Tout con, un exemple très bête, moi, quand je vais sur une landing page d'un projet, je veux connaître la roadmap. Je veux une FAQ pour savoir sur quelle chaîne c'est, Mmh. Mmh. combien ils ont vendu de NFT, etc. Et je trouve qu'il y a trop de friction si je dois aller la chercher la solution sur Discord en rejoignant Discord. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un onboarding hyper clair pour tout le monde et de prendre les best practices des meilleurs projets. Donc ensuite, on a créé donc notre Discord, notre Twitter, notre landing page et ensuite on a commencé à peu près de 0 à 600 avec Friends and Family. Sur Discord, je parle, et ensuite on a commencé à faire donc toutes les stratégies de whitelist, etc., etc. Et là, ça a commencé à exploser puisqu'on a fait les 60 000 followers sur Discord et Twitter en un mois et demi, quelque chose comme ça, quoi. Mais du coup, ta cible était déjà très acculturée vu que tu allais la chercher sur Discord et cetera? Ou, C'est ça, ouais. c'est une très bonne question. En fait, au début, on s'est vraiment focus sur construire une communauté pardon, crypto-éduquée parce que je savais que j'allais vendre des Ouais. NFT et alors on a gardé en tête, hein, d'onboarder un maximum, de personnes et de réussir à faire on a fait des tutos vidéo, on a expliqué exactement comment ouvrir des wallets, comment s'acheter du Tezos et cetera. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de gens qui se sont créés un compte Discord pour la première fois. Mais on avait évidemment en tête que ça allait être plus simple pour le premier drop de vendre ces 8000 NFT à des gens qui savaient comment ouvrir un wallet, des gens qui savaient ce que c'était que des NFT, etc., etc. Par exemple, ce que j'ai fait et ce qui a super bien marché, c'est que je me suis rendu compte qu'en creusant dans les Discord et en parlant avec des personnes et des personnes, en fait, dans le monde de la crypto, vraiment des dégènes sur Discord, franchement, dans le monde, on n'est pas 10 000, je pense qu'on est
plus proche des 2500, tu vois, des gros déjeunes comme moi qui sont H24 sur Discord, on n'est pas des millions. Et en fait, quand tu rencontres une personne, celle-ci, si elle t'aime bien, elle va te faire rencontrer une autre personne qui va te faire rencontrer une autre personne qui va te faire rencontrer une autre personne. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir dans ma friend list sur Discord, en DM, les fondateurs de The Doodles, de Cyberpunks, etc., d'Azuki, etc. Donc, qui pour moi étaient les plus gros blue chips sur Ethereum. Et en fait, ce qu'on s'est dit en termes de communication, c'est que j'aurais présenté donc en DM le projet. En fait, j'ai négocié avec eux de faire ce qu'on appelle des ghost collabs, c'est-à-dire que je proposais avec eux surtout ils nous taguaient nulle part, mais ni sur Twitter, ni sur Discord, nulle part, mais juste sur Discord dans des channels spéciaux pour leurs holders et pour leur communauté vraiment alpha, ce qu'on appelle les Diamond Hand, voilà, les membres les plus engagés de leur communauté. On faisait une présentation de Dogami et je donnais quelques whitelists à ces gens-là. C'est pour ça que quand je fais des calls, j'explique toujours aux gens que faire des collabs visibles sur Twitter et 5 Mmh. whitelists à gagner avant même que ton drop soit fait, je pense que ça détruit plus l'image de ton projet qu'autre chose. Et c'est pour ça que nous, on demandait, même au plus gros blue chip, de surtout ne pas nous taguer sur Twitter, etc. Par contre, on savait qu'on allait attirer l'œil de leur communauté et de la partie la plus qualitative, entre guillemets, de leur communauté. Tu vois, des membres vraiment qui sont dans la crypto à fond et qui sont pour le coup plutôt des holders. J'appelle ça donc plutôt des gens qui vont garder la NFT parce qu'ils aiment le projet, ils ont compris la roadmap, OK, plutôt plutôt que que des de gens qui sont là pour revendre et spéculer et dès qu'il y a 30% de floor price en plus, ils revendent. donc beaucoup plus Voilà. qualité que quantité. Exactement. Et ça, je pense que ça nous a bien aidé au départ. Avec, en plus, donc ça nous a aidé à ramener de la hype sur le projet. Et ensuite, donc il y avait tous les mécanismes de whitelist qu'on a fait qui ont très bien marché. Enfin, qui ont très bien marché. Par exemple, un des premiers, comme ça, je vous donne un exemple. Par exemple, un des premiers qu'on avait fait à l'époque, c'était un sorte d'invite contest où, en gros, les gens, pour remplir le Discord, on s'était dit, bon, on va faire, par exemple, les 1000 premiers qui invitent 10 personnes à rejoindre sur le Discord vont avoir un rôle qui leur permet d'être whitelistés, etc. On pensait que c'était une bonne idée, mais en fait, tu vois, c'était une des idées, on voulait le refaire, on ne l'a pas refait parce que c'est une idée qui est pas quali. D'un point de vue construction organique, ça ramène des bots, ça ramène des doubles comptes, ça ramène des Mmh. gens qui s'en vont après, etc. Donc on a appris, hein, on faisait des expériences, on testait, hein, et c'est pour ça que le mindset de gros, c'est important dans le web pro, je pense, vu que c'est un nouveau domaine. C'est vraiment tout le temps, tu testes et t'apprends, tu testes et t'apprends, tu vois. Et on apprend tous les jours, je peux vous le dire. Super. Avant de rentrer aussi, un peu plus sur le sujet communauté, Ouais. peut-être juste pour ceux qui ne connaissent pas Discord, est-ce que tu peux nous préciser, enfin présenter, un peu la plateforme? Moi, j'avoue que je suis pas vraiment présente dessus, mais Mhm. si tu me dis si je me trompe, moi j'aurais dit que c'était un peu un Slack, mais plus pour des personnes justement, tech et sur ces thématiques-là. Est-ce que tu peux préciser, de ton côté? C'est un très bon exemple. Je dirais que c'est comme un Slack aussi également, c'est-à-dire que vous avez des channels par sujet, donc des groupes de chat où, par exemple, je dis n'importe quoi, un groupe français où tous les Français peuvent discuter en français dans ce chat. On va avoir un chat un peu général où toutes les langues vont pouvoir discuter entre eux. Et après, il va y avoir des channels plutôt type annoncement, où nous, en tant que projet, on a envie d'avertir la communauté sur quelque chose. Donc, du coup, c'est des channels que les gens ne peuvent que consulter, ne peuvent pas écrire dedans, mais nous, ce qui nous permet d'avoir une trame d'annoncement où les gens peuvent suivre vraiment tout ce qu'on a expliqué depuis le début. Il suffit de remonter le channel. Donc Discord, c'est très pratique. Ça vient un peu de la communauté gaming à la base, hein. Moi, j'utilisais avant pour, en fait, faut se dire qu'il y a aussi des salons vocaux, des salons vidéo. Donc, vous vous retrouvez à 4-5 entre potes, vous vous mettez dans un salon et vous pouvez discuter en même temps que vous jouez à un jeu vidéo. C'est pour ça qu'on l'utilisait il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est pratique pour fédérer une communauté, mais ça aussi, c'est limite, entre guillemets. Ça aussi, c'est limite en fait. Et on le voit aujourd'hui, on est dans une phase où il y a énormément de personnes qui créent des tools pour répondre à ces limites, pour répondre aux problèmes qui nous manquent un petit peu aujourd'hui dans le Web3, tout ce qui est CRM, tu vois, des choses comme ça. Et donc du coup, est-ce que tu as, des exemples de limites, précises, donc juste Ouais, en fait, ou tu vois, des trucs tout bêtes sur Discord, on faisait des sondages, un coup sur deux, on cassait le bot parce qu'il y avait 30 000 personnes à répondre en même temps. Tu as vraiment des limites techniques, tu vois, c'est des du bons style. problèmes? Ouais, c'est des bons problèmes, mais qui sont hyper Ouais, gênants parce que oui, quand bien tu sûr. hype toute une commu, que tout le monde est là, trop chaud, sur la seconde près, appuyer sur le bouton et Ouais, que le truc explose, bah, nous, oui, derrière, on est en sueur, en fait, tu vois. bien Donc, sûr, donc voilà. totalement. Est-ce que tu peux peut-être nous donner, enfin nous donner un peu plus d'explications sur tu parlais de l'impact que ça avait finalement sur une stratégie de growth parce que finalement le post c'est en Web3 tu dois aussi toujours tester, itérer et cetera. Est-ce que tu peux Ouais. nous préciser un petit peu l'impact que ça a sur le métier de growth et sur une stratégie de growth en entreprise?
Ouais, bien sûr. Bah, en fait, ce qui est fou avec le Web3, je pense, c'est que ça révolutionne la façon dont on voit ses clients qui ne sont plus perçus donc comme des clients, mais comme des membres à part entière d'une communauté. Et c'est ça qu'il faut voir et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression un petit peu que toutes les boîtes du Web 2 ont ce FOMO, ce qu'on appelle le fear of missing out, de ne pas jumper dedans, parce qu'ils commencent à sentir que grosso modo, entre une boîte du Web 2 qui accompagne ses clients qui deviennent des membres dans le Web 3 et une boîte du Web 2 qui fait pas ça, bah, celles qui ne le font pas vont se sentir un petit peu délaissées. Donc en fait, Mmh. ça révolutionne la façon dont on a l'habitude d'interagir avec ses clients, qui pour moi donc deviennent une communauté, et on Ouais. est beaucoup plus sur euh, en fait, déjà, il y a une révolution technique qui va apporter des solutions, notamment pour le luxe, avec tout ce qui est contrefaçon. Demain, par exemple, on peut imaginer que quand vous achetez un sac Louis Vuitton, vous ayez déjà ce sac qui soit inscrit sur la blockchain. Donc, vous allez acheter un objet physique, le sac Louis Vuitton, et vous allez en même temps avoir un objet digital qui sera la version de ce sac sur la blockchain et qui sera donc attaché en NFT. Ce qui veut dire que déjà, ce sera impossible de falsifier maintenant les sacs de luxe ou tous les gros produits de luxe. Et en plus, en termes de value, ça donne encore plus de valeur à ce sac, puisqu'imaginons que on achète ce sac et en fait le NFT, imaginons que je sois une femme de 50 ans, j'achète mon sac Louis Vuitton, le NFT, moi je ne vais pas forcément m'en servir. Par contre, je peux le donner à ma fille qui, elle, va l'utiliser dans un sandbox. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, elle peut même le revendre sur des marketplaces, 2000 $ ou j'en sais rien du prix. Mais vous voyez l'idée? L'idée, ça va être de donner en fait une sorte d'interopérabilité, j'arrive jamais à dire ce mot, désolé, entre la value dans le physique et la value dans le digital, d'associer les deux, et avec tout ce qui est révolution technique, c'est-à-dire sécurisation de l'asset et être sûr d'éviter la fraude, etc., etc. Donc il y a énormément de choses dans le Web 3 qui vont apporter aux entreprises. Au-delà, pour moi, il y a deux grands pans. Il y a le pan de révolution technologique. Donc, pareil, on peut imaginer que demain, les diplômes d'école de commerce sont rattachés à vos profils LinkedIn. Euh, on a déjà Cdiscount, par exemple, qui livre ses colis. Tous les colis de ces discounts qui font plus de 200 $ sont transformés en NFT. Et il y a en fait, ce NFT est un jeton de responsabilité qui est transféré d'un maillon de livreur à livreur, tu vois, dans la chaîne de livraison. Et en fait, le dernier qui a le maillon, c'est le jeton de responsabilité. S'il y a un problème dans la chaîne, on sait que c'est de sa faute. Tu vois, les gens ne peuvent plus Mmh. tricher et se redonner. Donc, d'un point de vue assurance, c'est génial, etc. Donc, en fait, il va y avoir vraiment, je pense, ça va aider les boîtes dans le côté révolution technologique parce que ça apporte et les problèmes auxquels ça résout. Et après, en même temps, il y a tout le côté FOMO où on a toute une génération qui a raté un petit peu la requête du Bitcoin quand le Bitcoin a été créé, et j'en fais partie notamment. Tu vois, j'étais un petit peu trop jeune pour investir dans le Bitcoin. Et en fait, nous, je pense qu'on est du coup assez sensible à ça, et on a ce qu'on appelle la peur de rater la prochaine révolution Mmh, technologique mmh. qui, pour moi, est maintenant. Tu vois. OK, hyper intéressant. Mounir nous pose une question dans le chat. Peut-on Ouais. imaginer une stratégie d'acquisition dans le cadre d'un lancement d'une campagne Kickstarter? Nous sommes sur le point de finir la démo d'un premier jeu vidéo et prochainement les fonds viendront à manquer. La stratégie Growth peut-elle aider à augmenter les résultats d'une campagne Kickstarter? Alors, stratégie grosse dans le Web 3, ouais, je pense, par exemple, tu peux tout à fait imaginer que ceux qui investissent dans ta campagne Kickstarter, eh bien, tu vois, en fait, ce qui est pas mal avec le Web 3, c'est qu'il y a tout le côté DAO et participatif. Même si sur Dogami, à l'heure actuelle, à l'instant T, on l'a pas encore développé, c'est quelque chose que je suis en train de développer. En fait, par exemple, un exemple tout bête, tu peux dire à les personnes qui vont participer au Kickstarter, qui feront partie de ton compte SEAL, des community members les plus engagés, ce qu'on appelle les OG dans les NFT, les original gangsters, ceux qui étaient là depuis le début, et les believers depuis la première heure qui ont mis le premier euro, etc., qui vous ont soutenu. Et en fait, l'idée du Web 3, c'est que ces gens-là, par exemple, tu peux créer des NFT, tu leur envoies des NFT sur leur wallet, tu crées un Discord, ils se vérifient en tant que détenteurs de cet NFT, et du coup, ils sont dans un espace où ils sont qu'entre eux, ils ont un accès privilégié avec la team, là où ils peuvent poser les questions, etc., etc. Tu vois, tu peux tout à fait imaginer ce genre de choses. Oui. Super. Mounir, tu nous diras si ça a bien répondu à ta question, mais je vois des emojis, donc logiquement, c'est que c'était clair. Hop, peut-être alors je sais que Dogami, vous êtes vraiment sur la phase de construction du produit, mais Mhm. peut-être est-ce que, tu peux, nous décliner le modèle, traditionnel Growth AARRR, peut-être nous expliquer comment ça se traduit dans l'univers Web 3 et Tout à fait. ouais?
Tout à fait. Je vais répondre à ça et après il y a d'autres questions. En vrai, on peut Oui, aussi faire les effectivement, questions pour en répondre, n'oublions pas les autres questions, mais on oui, les ça prendra. c'est intéressant parce que pour ceux qui connaissent le gros hacking, il y a vraiment une base sur laquelle tout le monde travaille, c'est ce fameux, funnel que vous voyez à l'écran d'ailleurs, très bien. Et en fait, comment ça se traduit dans le Web3, par exemple, l'acquisition, bah, on va pouvoir travailler ça autour de la community building, social partnership et allow list qu'on appelle un petit peu whitelist et également. En fait, ce qu'il faut vous dire, pourquoi est-ce que les whitelists marchent très bien, ou en tout cas marchaient très bien, parce que c'est un monde qui est en constante évolution et peut-être Ouais, que, je le dis comme ça, mais peut-être qu'au prochain drop de Dogami, il y aura des whitelists un peu différentes, on ne sait pas. On évolue tout le temps et on apprend beaucoup, donc on essaie d'innover aussi. Mais en fait, il faut se dire que un projet NFT, généralement, quand on décide de vendre 8000 NFT, ce qu'on fait, c'est que la vente des NFT, on va la faire en deux phases. D'abord, une phase qu'on appelle donc la vente privée et ensuite une phase plutôt publique. Et en fait, pourquoi est-ce que les gens sont si hypés par le côté vente privée? C'est pour plusieurs raisons. Déjà, imaginez que s'il y a 8000 NFT, potentiellement, si je whitelist, donc je permets à 4000 personnes d'acheter 2 NFT et d'accéder à la vente, si tout le monde le fait, il n'y a plus de NFT pour la public sale. Donc il y a un petit peu le côté je vais rater la vente si je ne suis pas dans la vente privée. Ensuite, en général, il y a aussi une histoire de prix. C'est-à-dire que la vente privée, c'est le prix le moins cher auquel vous pourrez toujours acheter la NFT, en général. Nous, on décide de faire le même prix entre vente privée et vente publique pour être le plus juste possible par rapport à la communauté. Mais on voit beaucoup de projets qui font un peu moins cher pour la vente privée, ce qui permet de rajouter encore un petit peu de détails là-dessus. Donc, en fait, tu vois, dans l'acquisition, c'est vraiment le moment où tu vas lancer tes contests de whitelist pour permettre aux gens d'accéder à sa vente privée que tout le monde va se jeter dessus parce que tout le monde mmh, le veut, tu vois. Et ça, c'est très, 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 très puissant, je trouve, dans le Web3. Ensuite, dans l'activation, bah, le fait d'activer quelque chose, c'est d'activer un membre de ta communauté, tu vas le transformer en ce qu'on appelle holder, c'est-à-dire détenteur de ta NFT. Et donc, pour ça, bah, il faut lui faire acheter la NFT. Alors, il va l'acheter soit sur ce qu'on appelle le primary market, c'est quand il va l'acheter directement sur ton site internet en connectant son portefeuille à ton site et en achetant donc le prix le plus bas. mmh. Nous, en général, c'est 50 Tezos, donc ça dépend du prix du Tezos, évidemment. Ou le dernier mint, on l'a fait en Doga aussi, dans notre propre crypto native. Et ensuite, il y a le secondary market, c'est-à-dire que tu peux aussi avoir des nouveaux holders en communiquant et des personnes vont découvrir ton projet. Évidemment, il y a des marketplaces sur lesquels il y a un marché secondaire. Imaginons que j'achète 3 chiens, je peux toujours décider d'en revendre un sur une des marketplaces qui existent. Par exemple, pour Ethereum, la plus connue, ça va être OpenSea. Sur Tezos, par exemple, il y en a une qui s'appelle Object, il va y avoir du Rarible, etc. Et nous, on a notre propre marketplace également. Ensuite, rétention, reward, token staking, drop, exclusive event, etc., etc. Alors ça, c'est la partie un petit peu tricky pour moi. Parce que, en fait, tu vois, dans les NFT, je trouve que, et c'est pour, je pense que beaucoup de gens ne perçoivent pas la valeur des NFT parce qu'il y a eu un petit peu de bullshit sur vraiment à quoi ça va servir. Mmh. Par exemple, oui, vous allez être invité à des events exclusifs en IRL, etc., etc. En soi, parfois, même beaucoup de temps, les gens, ça ne va pas vraiment les intéresser. C'est pas Mmh. forcément pour ça qu'ils sont là, tu vois. Donc la rétention, tu vois, nous, par exemple, je peux vous donner un exemple sur ce qu'on a fait. Nous, on a remarqué qu'entre les deux phases de drop, parce qu'évidemment, alors les drops, c'est les ventes de NFT de nos chiens d'Ogami. J'essaie d'expliquer en même temps. Nous, on a comme objectif de vendre à peu près 30 races par an. Donc c'est énorme. En vrai, il y a pas beaucoup de projets dans le monde qui font autant de drops. Ça veut dire 2, 3, 4 drops par an. Et ça, il y a peu de projets dans le monde qui le font. Donc nous, on a une team de 15 designers qui travaillent jour et nuit pour faire les races, etc. Mais par contre, j'ai remarqué que entre ces phases de drop, bah, la communauté était moins active. Du coup, on a cherché une façon de les faire retenir un petit peu sur Discord et on a créé tout un système de quêtes. Ça veut dire que tous les 2 jours, on va sortir une quête dans un tool spécial qui permet aux gens de lier leur compte Discord à leur compte Twitter. Et en fait, on va pouvoir leur demander des quêtes du style hey, alors soit on peut faire du raid sur Twitter, par exemple, hey, un influenceur a demandé quel était votre projet Web3 préféré, ben là on envoie toutes nos dogamis répondre Doga Doga, tu vois. Et en fait, je peux leur donner de l'expérience, je peux leur donner 50 d'expérience s'ils vont liker, 150 s'ils vont retweet, je peux leur faire des montages, etc. Bref, il y a OK. énormément de choses et on essaie d'être le plus imaginatif possible parce qu'au début, on a remarqué que quand j'ai découvert que je pouvais faire ça, j'étais comme un fou. J'étais là, mais vas-y, à chaque fois que je vais faire un tweet, je vais
envoyer 200 mecs le liker, ça va être fou. Et en fait, les gens n'ont pas apprécié et c'est tout à fait normal, parce qu'ils se sont dit, Alex, vous êtes un peu en train de fake l'engagement de la commu, c'est pas ouf là, tu vois. Et Ouais. c'est tout à fait vrai, tu vois, on l'a appris. Du coup, maintenant, on est dans une vraie réflexion, on fait beaucoup d'énigmes, beaucoup de choses où les gens vont chercher vraiment d'eux-mêmes des mots croisés, Mmh. énormément de choses. Et ça, Très c'est vraiment gamifié. après. Exactement, hyper gamifié. Et ça, c'est vraiment apprécié, en tout cas par les membres les plus engagés. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que donc il y a un leaderboard. Plus les gens gagnent de l'XP, plus ils montent en place. Là, depuis le début, donc on a lancé ça on vient de finir le 2e mois. Les gens ont fait plus de 78 000 quêtes quand même. Donc c'est assez Oh huge. waouh, c'est énorme! Et ouais, non, franchement, c'est une belle réussite. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on va récompenser les 100 premiers. Par exemple, le premier, il va gagner 3000 dogas, un hoodies, tu vois, un merch, un hoodies Dogami, un NFT Dogami, 3 NFT Gap, etc. Le deuxième, Mmh. il va gagner 2000 dogas, un NFT Dogami, une casquette, machin, etc. Et on descend et on reward les 100 premiers. Donc ça a OK. été une bonne solution pour nous pour pallier à ce problème de rétention ou d'activation et d'engagement entre les phases de drop. Parce que n'oublions pas Je me qu'on est dans. Ouais. Ouais, pardon. Non, non, vas-y, Je je t'en prie. veux dire, n'oubliez pas qu'on est dans la crypto et en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour le spéculer, pour les sous, et cetera, et qui vont percevoir qu'il y a un peu de hype sur un projet, qui vont se ramener et qui vont faire les mecs engagés pour ensuite revendre la NFT, quoi. Super, très clair. On a une petite question de Antoine justement là Ouais. sur vraiment les quêtes, et puis après on pourra prendre Ah, les autres questions. OK. Est-ce que tu peux nous partager l'outil que tu utilises pour faire ces quêtes dont tu Ouais. parles? Je peux tout à fait le faire. Je pense que je peux le faire je le mets dans le chat, comme ça tout le monde a Ouais, accès. Je sais top, pas. parfait, super, Voilà, Greg qui répond. Bien joué, Greg. Greg le boss, il a dicté. efficace. Donc Merci beaucoup. super outil, ils sont français, ils sont super sympas, ils sont à Station F, vous pouvez y aller, ils sont cool. Je suis pas Top. payé pour dire ça, mais non, non, je On rigole, leur ils passera ont le bien message. aidé, ils sont super sympas. Super. Peut-être avant de continuer, j'en profite comme, il y a eu pas mal de questions sur tous les propos que tu as pu donner avant. Ouais, Tu parlais à un moment allons-y. donné, quand on parlait de la communauté, Mmh. des ghost collabs. Est-ce que tu Ouais, peux nous remontante, expliquer la ouais. différence entre, collab Bah, classique et ghost collab? tout à fait. Collab classique, c'est Dogami X Azuki sur Twitter et Azuki qui fait sur Twitter, hey, on a 5 waitlist pour Dogami. En fait, le problème de faire ça, entre guillemets, c'est que bah, ça enlève énormément ton projet est un peu moins élitiste, en fait, parce que tu es affiché sur Twitter en lâchant tes whitelists partout. Donc, la valeur de ta whitelist, en tout cas, c'est mon avis, c'est notre avis, perd de la valeur. Je pense que plus tu vois des whitelists distribués de ton projet à droite à gauche, plus ça perd de la valeur. Et l'autre problème de ça, c'est que ça ramène globalement des gens qui, sur Twitter, s'en foutent complètement du projet. Tu peux à peu près être sûr que les gens vont flipper ta NFT et vont juste la revendre. Le principe de la ghost collab, entre guillemets, c'est comme ça que je l'appelle. C'est peut-être, enfin, c'est comme ça que j'imagine le mieux. C'est vraiment de se dire, OK, on va faire une collab avec Azuki, avec Cybergongs ou Doodles. Par contre, cette collab, il y a que 2500 personnes qui le seront et c'est ceux qui sont dans le channel spécifique dans lequel je vais présenter Dogami. Donc, par contre, ça fait je faisais des énormes posts de présentation, les liens de notre levée de fonds, le lien de notre marketplace, combien de volume on avait fait, etc., etc. Vraiment un maximum d'informations. Petite vidéo, trailer, etc. Et ça, c'est ce que je vais appeler une ghost collab, c'est-à-dire faire une collab dans un channel Discord spécifié pour une communauté spécifiée et leur demander de ne pas nous taguer nulle part ailleurs, ni sur Discord dans l'annoncement général que tout le monde pourrait voir et non pas juste leurs holders et juste leurs membres alpha, Mmh. et surtout pas sur Twitter, là où il y a énormément de gens du monde entier qui cherchent à faire des sous en participant à des giveaways, contests, etc., etc. OK, très, très clair. J'espère que ça répond bien, à ta question. On a une autre question sur les sujets communauté. Je Yes, pense que c'est le ton expérience est assez, pas de intéressante problème. pour tout le monde. Est-il possible de monter une vraie et grosse communauté sur Discord autour d'un jeu, sans offrir d'accès aux whitelist, sans offrir de NFT et cetera? Quel est ton Alors, avis sur le sujet? Léo, c'est une très bonne question et j'ai la réponse parce qu'en fait, les mentalités ont énormément évolué durant cette année. En fait, il faut se dire que quand la révolution des NFT est apparue, plus ou moins n'importe qui avec une bonne roadmap et quelques cool sneak peeks pouvait avoir ramené de la hype sur son projet. Alors je pense aussi qu'il fallait par exemple des investisseurs quali. Nous, par exemple, ce qui nous a énormément aidé d'un point de vue crédibilité et acquérir une crédibilité, c'est aussi les investisseurs qu'on a affichés sur notre landing page. On a la chance d'avoir des énormes investisseurs et on a levé des fonds auprès d'Ubisoft ou des choses comme ça. Donc ça, d'un point de vue crédibilité, c'est énorme. Mais par contre, si aujourd'hui,
je vais te donner ma réponse et je pense vraiment que c'est la vraie réponse parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux très bien, malgré le bear market et malgré le fait de ne pas avoir de communauté, tout exploser dans le Web3. Par contre, la seule condition, c'est d'arriver avec ton produit avant de balancer ta roadmap. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut penser à l'inverse. Il y a un an, tu pouvais créer des NFT, vendre tes NFT, construire ton produit grâce à ça. Maintenant, je pense que c'est l'inverse. La communauté est toujours là, les gens sont toujours intéressés par le Web3. On le voit avec des projets NFT sur lesquels il y a quand même de la hype, etc. etc. Par contre, tout le monde a compris que 9 projets sur 10 ne tenaient pas leur roadmap, que 7 projets sur 10 étaient des rug pulls, etc., etc. Les gens l'ont compris. Donc maintenant, je pense vraiment que si tu peux tout exploser dans le game, il faut bosser 1 an et demi dans l'ombre, sortir ton projet, ton produit, et avec ce produit, tu vas fédérer de la communauté avec ton produit. C'est un petit peu la mentalité que j'ai en ce moment, quoi. Voilà, Je pense que ça j'espère que ça répond répond. parfaitement aussi à la question d'Alexandra qui demandait, bah, tes premières expériences pour grandir ta communauté et qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Ça répond, pas mal, à cette question et au niveau des outils, donc du coup, tu parlais de Ouais, Discord, tu as parlé de ouais. l'outil, que tu as posté dans le chat, Cool Suite. Crew3 Après, des et outils comme ça, ouais. d'engagement de la communauté, il y en a de plus en plus. J'en avais un autre, voilà, moi j'en teste, enfin, on me contacte toutes les semaines pour en tester, etc., etc. Donc il y en a de plus en plus. Voilà. Grosso modo. Il y en a Ce vraiment ce de plus qu'on en plus. pourra faire, c'est on pourra aussi, vous faire une petite liste, dans le mail Mm. récap où on vous donnera des exemples, d'outils. Après effectivement, il faut choisir, peut-être, Alexandre, on notera ceux que toi tu as testés et que tu recommandes et C'est ça. Après, il faut les tester, hein. Demain, puis il y en avoir un qui sort qui est mieux que Cruel 3 que j'ai pas testé, donc je saurais pas, tu vois, mais faut tester un maximum. Alors j'ai mis cette slide, mais je crois que tu en as déjà un petit peu parlé, justement des différents dans la communauté, les différents rôles. Est-ce que tu veux revenir dessus, ou est-ce qu'on passe, directement aux questions suivantes? Non, mais je peux expliquer rapidement comment on gère la communauté, au moins sur Discord. En fait, quand Ouais. vous allez sur Discord, donc il y a différents rôles. Alors d'un point de vue sécurité, moi je vous conseille sur Discord de donner les rôles d'admin ou de Discord dev qu'à 1 ou 2 personnes maximum. On a vu trop de projets se faire hack et ça c'est une de mes plus grosses fiertés entre guillemets chez Dogami de pas s'être fait hack pendant 3 drops. Cette année on a fait 3 drops, on a vendu d'abord 8000 NFT, ensuite 4000 NFT de chiens et ensuite 12 000 accessoires Gap pour le jeu. Et on s'est pas fait hack malgré des tentatives, hein. C'est-à-dire qu'on a eu un modérateur indien qui le matin du drop s'est fait payer pour créer un webbook, tu vois. Et si on l'avait pas tricard, eh ben on se serait fait hacker 1 heure avant le drop, ils auraient posté Mint is live et tout le monde serait allé acheter sur un faux site, tu vois. Mmh. Donc ça c'est attention. Donc ayez des rôles par exemple super haut élevé en permission pour les Discord devs. Et là je vous conseille 2 personnes maximum. Et ensuite on a disons des mode managers. Nous on les appelle les Doga Crew chez nous. Donc ce sont des personnes qui sont salariées chez Dogami. Parce que donc du coup, moi, je vais avoir vraiment confiance en eux. Je sais qu'ils peuvent manager les mods, qu'ils vont dire les bonnes intonations, qu'ils vont pas mal parler aux gens, etc., etc. Et ensuite, il y a les modérateurs, tout simplement. Donc là, on en a une trentaine chez Dogami qui sont en dessous. Donc en gros, nous, il y a ce qu'on appelle les big dogs. Ensuite, il y a les Doga Crew qui sont les employés de Dogami qui vont un petit peu manager les mods en qui on a 100% confiance. Et ensuite, les modérateurs, une trentaine dans les différents langages. Voici comment on communique un petit peu. Alors, c'est comme ça qu'on gère la communauté. Ensuite, par exemple, notre communauté, là, actuellement, elle se divise entre la communauté des holders des NFT et la communauté de gens qui jouent déjà au jeu. Parce que où on en est dans la roadmap de Dogami, là, on est en face donc, de ce qu'on appelle le technical launch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 300 personnes qui jouent au jeu et qui sont en train de le tester pour relever les bugs tous les jours. Donc ces personnes-là, on communique avec eux aussi différemment, c'est-à-dire qu'ils ont des channels spéciaux, on a ouvert un Zendesk, etc. Et ça va être sur combien de temps cette période justement de test à peu près? C'est Alors, quoi le Alors, c'est une bonne question. En fait, là, d'ici quelques semaines, on va sortir de la phase de take launch où les gens, pour l'instant, gagnent des faux rewards et c'est pas les bons chiffres de reward, grosso modo, qui sont affichés pour nous garder un petit peu de souplesse. Par contre, d'ici quelques semaines, 2, 3, 4 semaines, on va lancer la phase qu'on appelle donc de soft launch. Là, c'est la deuxième phase, donc technical launch, ensuite soft launch. Et soft launch, l'idée, c'est que les gens vont commencer à gagner des vrais rewards. Donc là, c'est une grosse, 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 grosse étape pour nous parce qu'en tant que jeu play to earn, si tu veux, dedans, il y a le to earn quand même. Et même si on fait attention à construire une communauté en leur expliquant que voilà, faut pas venir ici pour gagner des sous avec le jeu mmh parce qu'on a vu des jeux comme Stephen se casser la figure à cause de trop de spéculation, etc. Même si nous on essaye de faire beaucoup d'éducation comme ça, on sait quand même qu'on est dans les cryptos, qu'on est dans le jeu play to earn et qu'il y a une promesse de gagner des sous avec un jeu en t'occupant de ton chien. Donc ça, on en est mmh, conscient et ça va être un virage assez un important enjeu. pour nous, même si je pense qu'on est plutôt bien par rapport à ce qu'on a prévu, quoi.
Super. Et tu nous disais, alors on en a parlé avant, mais il me semble qu'on n'a pas forcément précisé. Là, aujourd'hui, dans votre communauté, tu as Ouais. combien justement de personnes dans cette communauté? Et Bon, on peut-être est nous 100 nous cas nous sur, décrire les ouais, pardon. 100 cas sur Discord, 100 cas sur Twitter, sachant que sur Discord, ça va, ça vient, entre guillemets, parce que, par exemple, moi, ce que je fais attention, en fait, sur Discord, dites-vous qu'avoir 200 000 membres, en fait, je préfère avoir 50 000 membres et souvent connectés que 200 000 membres avec des bots dedans, tu vois. Donc, par exemple, nous, sur Discord, on a un bot qui nous permet de supprimer les bots ou les personnes qui sont pas vérifiées et Mmh. inactives depuis 30 jours. Donc, en fait, là, on est un peu OK. loin de ça. On a dû redescendre à 96 ou 94 cas, tu vois. Et en gros, après le dernier drop, on était monté à 120 k, mais moi, toutes les semaines, j'enlève 500-600 personnes, en fait. Donc, c'est Donc un normal vrai que ça descende. conseil Et ça me ouais, dérange hein, pas du tout. Il faut mieux avoir moins de monde c'est et ça. plus engagé que. J'ai vu des projets réussir, enfin réussir, ça dépend ce qu'on appelle réussir, mais j'ai vu des projets NFT avec 2500 membres sur Discord, avec un floor price à Mmh. 2 Ethereum, personne ne vendait, 5% de NFT listés, une communauté super engagée avec 2500 membres, tu vois. Donc, Ouais. Donc finalement, ce que ta vraie recommandation, c'est vraiment faire le tri, bien, la quali, ouais. vérifier que ta communauté est quali plutôt que Mm. quanti. OK, ben super. On avait une petite question justement parce que ça c'est souvent apparu dans nos échanges avec, les alumni ou des personnes avec qui on a construit aussi notre programme de formation. Pour toi, Ouais. est-ce que, en fait, tout le monde et toutes les entreprises sont concernées, par, l'apparition du web 3? Et donc Ouais. par exemple, les grosses de toutes les entreprises peuvent être concernées par cette apparition enfin par le web 3 ou, c'est seulement spécialisé pour les entreprises, comme Dogami qui sont spécialisées dans le web 3? Non, évidemment, alors je suis vraiment persuadé que c'est une révolution technologique qui va impacter absolument tous les secteurs, de la société. Alors la petite différence à faire avec Dogami, c'est que nous, on est ce qu'on appelle une boîte Web3 native. Donc, c'est différent d'une boîte, par exemple comme Lacoste, qui a lancé son projet Ouais, NFT, tu vois? Là, c'est des boîtes Web2 qui vont essayer d'aller dans les NFT. ouais, Donc chez Dogami, on a une boîte Web3 native, donc l'enjeu n'est pas le même parce qu'on a l'enjeu de faire nos preuves, là où Lacoste, entre guillemets, est tellement connu qu'ils n'ont pas vraiment de faire leurs preuves, mais Lacoste, leur pari, ça va plutôt être de pas foirer ouais. l'implémentation dans le Web3. Or, comment tu délimites, enfin, comment tu détectes s'ils ont foiré leur truc, si c'est par rapport au floor price, c'est un peu tricky. Si on regarde aujourd'hui le floor price de Lacoste ou de projets, tu vois, de gros projets FR, Roland Garros, des gens comme ça qui ont essayé de se lancer dans le Web 2, pour moi, c'est super tendu pour ces gens-là, pour ces boîtes-là de se lancer parce qu'en fait, les gens, leur communauté va les attendre. Si, Mmh. entre guillemets, ils explosent pas tout dans le Web 3, pour moi, ça peut déjà être un petit peu décevant quand ils ont des comptes à plusieurs millions de followers, etc., etc. Mais par contre, je pense que en fait, c'est la courbe d'adoption. Vous savez que toute révolution passe par une courbe d'adoption et que en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rendues compte de ce qu'on disait, que ça allait être une révolution. Mais là, avec le bear market, etc., il y en a beaucoup qui, on est dans la phase descendante, et il y en a beaucoup qui qui ont eu de la désillusion et qui se sont dit bon, ok, c'est pas le prochain Bitcoin, c'est pas une même révolution. En Mmh. fait, si, c'est exactement la même chose. C'est juste que pour l'instant, il y a eu énormément de projets créés, il y a eu énormément de hype, beaucoup d'institutions ont commencé à s'y mettre, mais au moment où il y a eu le bear market, donc en fait, il y a eu une énorme désillusion. Par contre, là, on est dans une phase un petit peu en bas un petit peu en bas de la courbe où les gens vont commencer à créer des tools pour les problèmes. Les gens ont assez d'expérience maintenant pour déterminer, ok, ils ont du mal à gérer leur communauté, on va créer Cruise. Ok, ils ont du mal Mmh. à avoir une sorte de CRM sur la blockchain, on va créer des CRM par rapport aux wallets avec de la data on-chain, etc., etc. Donc en fait, je suis persuadé que, pour revenir au Web3, que le Web3 va toucher tous les secteurs, mais qu'on est encore, que la phase d'adoption mainstream n'est pas encore commencée, en fait, tout simplement. Ouais Et et on va voir puis les institutions qui vont se lancer au fur et à mesure, mais potentiellement, comme on sait que la prise de décision dans les institutions est super longue, peut-être qu'elles arriveront après les petites boîtes ou les petites startups, tu vois. Et puis comme tout est enfin voilà, comme tu le disais dès le début du webinaire, tout est en construction donc faut tester, Exactement. faut réitérer et c'est normal que du coup, ça soit un peu en déclin, à quelques moments. Avant de passer aux autres questions, on a 2 Ouais, questions. ouais. Alors, est-ce qu'une entreprise native du web 3 a une forme juridique légale? À une forme juridique légale, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je sais pas, c'est pas vraiment mon expertise, même si j'ai testé de faire une licence de droit. Honnêtement, je sais pas trop, je ne pense pas de prime abord, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a genre, startup web 3 ou quelque chose comme ça? Alors vu qu'on est sur la blockchain, je sais que et qu'on travaille avec pas mal de cryptos,
Je pense que ça doit être comme les boîtes crypto, tu vois, grosso modo, pas forcément spécifié Web3, mais au moins crypto, parce on a du token et que je sais que pour la fiscalisation, notamment, c'est assez compliqué, on se tire les cheveux, tu vois. On fera aussi, enfin voilà, on regardera un petit peu et on fera des recherches pour vous répondre, dans le mail récap. Est-ce que tu as des conseils à donner, à Alexandre, pour une boîte qui lance un jeu Web 2 qui fera plus tard son move vers le Web 3 avec un jeu payant qui inclura notamment des NFT? Est-ce qu'il faut déjà recruter une communauté Web 3 ou recruter une communauté Web 2 et l'accompagner dans le passage au Web 3? Alors c'est une bonne question, c'est un peu, elle est tricky celle-là parce qu'en fait, tu vois, si tu construis une communauté Web 2 et qui est un peu réfractaire au Web 3 parce qu'elle a une mauvaise image du Web 3, bah, potentiellement tu peux te tirer une balle dans le pied, tu vois? Par contre, c'est compliqué de construire une communauté Web 3 si tu lances un jeu Web 2. Franchement, c'est une question tricky, je pense. Quel conseil donnerait une bonne licence dans un jeu Web 2 qui fera plus tard son move dans le Web 3? En fait, l'avantage, c'est que si tu lances un jeu dans le Web 2, tu vas construire une communauté de gamers. Donc tu peux potentiellement déjà prendre les codes du Web 3 en lançant un Discord, en lançant du Twitter et en étant actif et tu vois, en essayant de reprendre ces codes-là, je pense, pour au moins commencer à avoir une base d'une communauté. Ok, certes Web 2 parce que ton jeu est Web 2, mais au moins tu as les codes du Web 3. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être Mmh. intéressant. Avec un jeu Web 3 payant qui inclura notamment les NFT. Après, ça va être une question d'éducation dès le début. Si vous lancez un jeu Web 2 et que vous quand même construisez quelque chose dans le Web 3, prévenez que vous avez comme objectif de construire dans le Web 3. Soyez clair dès le début, que ce soit pas Ouais, un revirement de situation ou en mode transparence. votre communauté Web 2 doivent se mettre à payer des NFT s'ils veulent continuer à jouer à une meilleure version du jeu. Ça pourrait être mal vu, par exemple, je pense. Je pense que ça fait le lien aussi avec, du coup, la remarque de Greg, qui dit qu'effectivement, ils ont le sentiment sur leur projet Pookie qu'il faut avoir un wallet intégré car c'est difficile sinon de leur faire créer un wallet eux-mêmes. Du coup, ça fait un peu écho avec ce que tu disais, Alexandre. Ouais, alors ça c'est une question qu'on se pose aussi et qu'on voit beaucoup, et d'ailleurs j'en vois souvent en fait, il y a ce qu'on appelle l'onboarding qui est vachement important. Aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de friction globalement. C'est-à-dire que, imagine quelqu'un qui connaît pas Dogami, découvre Dogami, il doit se créer un wallet sur Tezos, une blockchain qu'il ne connaît pas, avec une phrase de 12 mots qu'il doit écrire sur une feuille de papier, qu'il doit ranger dans son portefeuille et surtout pas faire de capture d'écran, sinon il se fait hacker. Ensuite, il arrive sur Discord, il reçoit des DM directement parce qu'il n'a pas eu le temps de mute le serveur et d'enlever ses DM pour se faire scam. Donc, tu vois, il y a pas mal de friction quand même. Et aujourd'hui, des projets qui réussissent bien en termes d'onboarding, par exemple, moi, celui que j'adore, c'est Vitality, qui est sur Tezos aussi. Vitality, qui est une team de gamers et qui ont lancé des projets, des collections d'avatars de NFT pour engager encore leur communauté. Et par exemple, c'était simpliste au possible. Et ça, c'est génial. Et je pense que demain, tous les projets feront ça. C'est-à-dire que tu vas sur leur site, tu crées ton compte dans le Web 2 avec ton. Alors non, c'était même mieux. Je crois qu'en deux boutons, tu connectais ton compte Twitter Ouais. à leur site et ça te crée automatiquement un wallet sur Kukai, qui est un super wallet sur Tezos, et tu recevais ta NFT dedans. Donc, tu n'avais pas de mot de passe, tu n'avais pas de seed phrase en 12 mots, etc. Tu avais juste à cliquer en deux boutons, connecter ton Twitter à leur site. Et ça, c'est une vraie révolution en termes d'onboarding. Et demain, quasiment 100% des projets Web3 auront ce type d'onboarding, j'en suis persuadé, quoi. Ouais, je pense que ça, c'est un gros challenge. Ça va être bosser, aussi, l'UX, utilisateur de tous les projets puisque finalement, il y a quand même pas mal de gens qui sont pas forcément trop encore, qui sont un peu frileux et du coup, plus c'est simple, mieux c'est donc effectivement, Mm. ça serait, vraiment top. Je vois qu'il nous reste tu voulais rebondir peut-être? Pardon, excuse-moi. Non, non, je vois qu'il y a pas Ah, mal de questions, donc ouais, on a allons-y, en vrai. effectivement. Ce serait cool de répondre à tout le monde. Effectivement, il nous reste 10 minutes, donc on va essayer de répondre au max. On a une question de Julie. Alors, est-il opportun de créer une communauté Web3 incluant des professionnels d'un secteur, comme le Web3, pour leur proposer des actualités ou des formations, ou est-ce que la création de communauté reste faite pour le gaming uniquement? Alors, je vois pas la question, mais elle est dans le chat général, Elle est c'est dans ça? le chat, ouais, pardon. Elle est Ok, dans le chat. bah Julie, alors c'est un bon débat. Alors attends, je vais la reprendre pour essayer de pas passer à côté. De créer une communauté Web3 incluant des professionnels. En fait, c'est compliqué. Il va falloir que je sois simple et poli dans ce que je dis, mais en fait, tu vois, moi, quelque chose qui me fait un petit peu péter les plombs pour être super simple, c'est le nombre d'imposteurs que je vois sur LinkedIn, des pseudo-experts du Web3, etc. Alors, je suis assez violent et je dis imposteur. Pourquoi? Parce qu'entre guillemets, pour moi, il faut de l'expérience, tu vois. Alors, ok, on est peu à avoir de l'expérience, mais comment tu peux faire de la formation
pour quelque chose dans le Web3 si toi-même, tu n'as pas testé, tu n'as pas montré. Enfin, moi, si quelqu'un me propose la formation, je dis OK, montre-moi ce que tu as fait, comment tu as pu apprendre les choses, etc. Tu vois. Et là, aujourd'hui, t'inquiète que les gens n'ont pas attendu que tu poses la question pour commencer à faire ça. Ils ont commencé à créer des communautés de professionnels du Web3. Les gens commencent à faire des formations, même sans eux-mêmes avoir de l'expérience, juste parce qu'ils sont, entre guillemets, passionnés et se déterminent comme étant experts. Le problème, c'est que dans un monde en perpétuelle construction et évolution, il y a toujours quelqu'un qui est beaucoup plus expert que toi. Et je trouve ça assez compliqué de se définir comme un expert si tu n'as pas d'expérience. Enfin, tu vois, c'est vraiment super tricky, en fait, je pense. Après, sache que la demande est là et je sais qu'il y a des gens qui font des formations, il y en a de plus en plus, etc. Il y a des agences qui se créent. Donc, je pense que c'est tout à fait opportun de créer une communauté Web3 incluant des professionnels du secteur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, attention, entre guillemets, à ta légitimité, bien sûr. Enfin, vas-y, si tu as envie de share du contenu, d'expliquer ta veille, je pense qu'il y en a besoin parce qu'évidemment, il y a cette demande-là. Et en fait, les professionnels du Web 2 vont tous se jeter au fur et à mesure dans le Web3 et ceux qui commencent à créer les formations d'aujourd'hui seront les experts de demain, en fait. Tu vois. Voici ma réponse. Je ne sais pas si c'était très clair, mais n'hésite pas, Julie, si c'était pas très clair, pour proposer des actualités ou des formations. Ouais, en gros, pour proposer des actualités, je pense que c'est très, très bien. Et peut-être dans un second temps, la formation, mais d'abord, il faut donner de la veille, il faut donner du contenu. Et ensuite, tu seras perçu comme une experte, je pense. Tu vois. Super. Formation juridique. Alors, formation juridique, ça, c'est un super point. Alors là, c'est, je Ça pense, peut aider. un des plus gros pain points de toutes les boîtes Web3 aujourd'hui, c'est que le juridique, c'est complètement flou. Personne ne sait où ça va aller, etc., etc. Et oui, alors là, tu peux foncer là-dessus. Tu peux foncer avec de la veille. Tu peux foncer en donnant du contenu, en expliquant là-dessus. Ça, je pense que tu peux carrément y aller. Et ça, c'est un énorme boulevard. C'est un énorme boulevard dans lequel tu peux t'engouffrer avec plaisir. Et j'inscrirai Dogami à ta newsletter parce qu'en vrai, c'est important. Le légal dans le Web3, même nous, on ne sait pas trop où ça va aller. Tu vois, légal, fiscal, Ça c'est reste encore compliqué, flou. mais on travaille dedans. Demain, si je veux retirer des tokens de la blockchain, combien je suis taxé, etc. Est-ce que c'est vraiment Mmh. 30%? Est-ce que c'est genre, ça dépend, tu Mmh. Très bonne remarque en tout cas Julie et on vois. Ouais. attend d'avoir ta newsletter ou ton format de formation. N'hésitez pas pour les quelques minutes qu'il reste à poser vos questions dans le chat et dans l'onglet questions. On va pouvoir, y répondre. Moi j'avais une question pour toi Alexandre, parce que c'est Oui. quand même un gros sujet. Tu la vois Yes. déjà affichée et tu me vois venir avec mes gros sabots, Je la vois et je mais vais c'est reprendre l'article qu'on avait fait pour être sûr de ne pas me foirer parce que c'est une question importante, en effet. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros sujet et nous, il y a beaucoup d'entreprises, de partenaires ou de personnes qu'on a interviewées qui nous disent: «Moi, je ne m'intéresse pas au web 3 et je ne m'y plongerai pas, parce que pour moi, ça a un vrai impact, sur l'écologie» et c'est totalement contradictoire avec, ce qu'on essaie d'impulser, dans notre société actuelle. Est-ce que tu as un avis, ou quelque chose à partager, sur ce sujet-là? Ouais, alors je vais faire un petit peu le feignant, je vais copier-coller ce qu'on a marqué. Ah non, je suis limité en caractère de match. Alors je vais vous envoyer le lien, mais grosso modo, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'évidemment, certaines blockchains sont très énergivores. Par exemple, chez Endogami, nous, on a remarqué qu'il y avait ce problème-là dès le début, et on savait que ça allait être important de ne pas avoir, comme on a une vision vraiment long terme, on sait où on va aller dans 2 à 5 ans, et on sait qu'on ne peut surtout pas se faire reprocher qu'on détruit l'environnement à cause de nos NFT, parce qu'on fait ceci, parce qu'on fait cela. C'est aussi une des raisons les plus importantes, et on l'a mis en première, de pourquoi est-ce qu'on a choisi Tezos comme blockchain et non pas Ethereum sur laquelle tout le monde va. En fait, on a remarqué que, alors pour ceux qui ont suivi, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que Tezos est la blockchain la moins énergivore, une des blockchains les moins énergivores au monde, quasiment autosuffisante en énergie. Et pour vous expliquer un petit peu à quel point la technologie est bien sur Tezos, c'est qu'aujourd'hui, avec The Merge, Ethereum a changé son mode de fonctionnement pour maintenant fonctionner comme Tezos, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement fou que Ethereum a complètement changé de protocole de fonctionnement et maintenant fonctionne comme Tezos pour avoir moins de gas fee, moins de frais de transaction du coup et payer et consommer moins d'énergie. Donc évidemment, on est conscient dans l'écosystème qu'il y a des blockchains qui sont énergivores. Après, je pense qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable par rapport à Oui. certaines autres industries, évidemment. Mais on sait très bien que l'informatique et Internet en général, c'est hyper énergivore. Je pense que c'est le monde de l'informatique et de l'Internet qui doit faire des efforts dans ce sens-là, parce que d'un point de vue purement blockchain, aujourd'hui, il y a déjà des solutions de blockchain qui sont quasiment autosuffisantes en énergie, comme Tezos par exemple.
Super. En fait, peut-être qu'il y a un manque d'informations aussi, Tout à sur fait, ces ouais. thématiques-là et que du coup, on peut vite se faire avoir par des préjugés qui, si on n'est pas assez informé, peut nous valoir cher. Il y a une très bonne question de Greg aussi. On n'a pas Ouais. forcément abordé le sujet de stratégie, SEO que vous avez peut-être mis en place. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Dogami, vous avez une stratégie et qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est une très bonne question. Pour le SEO, en fait, ça fait, je sais pas, 6 mois que qu'on se pose la question, en fait, moi, j'ai mon meilleur pote qui travaille chez Eskimos, donc je suis un peu sensible au sujet. Il travaille donc chez Eskimos, qui est la plus grosse agence de SEO, et on en parle souvent, et cetera. Je pense qu'il faut qu'on se lance. Le problème, c'est que, on a vraiment hésité à qui donner la responsabilité de faire notre stratégie, SEO. On s'est pas vraiment décidé, donc c'est quelque chose qu'on va lancer maintenant, même si je pense qu'on aurait dû la lancer il y a 4 mois. Voilà, c'est quelque chose qu'on va lancer et en fait, quand tu regardes actuellement, il y a peu de projets qui sont placés, et cetera, et cetera. Le Web3, pour l'instant, a un peu fait Ouais. l'impasse sur le SEO. Donc, c'est pour ça qu'on a attendu. En fait, on a vu qu'il n'y avait pas énormément d'urgence et de toute façon, on sait que ça prend du temps. Et en fait, faire du SEO, tant qu'on n'a pas le jeu sur l'Apple Store en version free-to-play, c'est aussi un petit peu, entre guillemets, compliqué. Enfin, pas compliqué, mais peut-être un peu useless, ou disons que ce sera encore plus worse dans quelques mois quand on aura le jeu sur l'Apple Store. Mmh. C'est comme le paid acquisition ou le marketing ou l'influence marketing. Dites-vous que chez Dogami, grosso modo, on a payé $0 en paid acquisition depuis le début de l'année, que ce soit pour sold out, pour faire de la pub ou quoi. Alors évidemment, on a des influenceurs qui sont onboardés en investor, qui nous ont fait un peu de pub. Mais par exemple, on attend vraiment la sortie du jeu sur l'Apple Store pour claquer des grosses campagnes de pub mondiales à 11 millions de reach, etc. Tu vois. OK, donc des projets à venir pour 2023. Bah ouais, parce qu'en fait, juste pour finir un petit peu voilà, sur la roadmap de Dogami, dites-vous que tout ce qu'on a fait cette année, ce qui est déjà énorme, on a sold out donc 12 000 NFT de chiens, on a vendu 12 000 NFT donc de vêtements Gap pour aller dans nos chiens dans le jeu. Et là, l'objectif pour la fin de l'année, c'est que tous les gens qui ont un chien puissent jouer au jeu, donc en version vraiment testing, avant la fin décembre. Et ensuite, en 2023, c'est là où on va vraiment commencer. Il y aura le jeu sur l'Apple Store. On va commencer à faire du UA, du paid acquisition, activer nos plus gros influenceurs. Et là, on va vraiment commencer à s'amuser. Et moi, je vais retomber sur mes pieds de Head of Growth, un petit peu classique du Web 2 avec des KPI du style nombre de téléchargements, transformer un joueur gratuit en joueur payant en lui faisant acheter un NFT, ce qui implique énormément de choses derrière, quoi. Super. Bah, merci, c'est très, très clair. Pour Top. finir, ce webinaire, est-ce que tu as peut-être des ressources à partager, toi, quand tu as commencé, sur quel Yes. site tu es allé, est-ce Alors que en tu as fait, des choses à nous je vous ai fait, oula, je vais vous mettre ça dans le chat, ce sera plus simple, je pense. Je vous ai mis, par exemple, excusez-moi, je vais y arriver, par support, par exemple pour YouTube, je vous ai mis deux mecs que j'aime bien, pour Twitter, deux mecs que j'aime bien, et pour LinkedIn, deux mecs que j'aime bien. Alors évidemment, il y a un peu de tout. Par exemple, là, ce que vous voyez, Kofi Zella, c'est quelqu'un que j'adore. Ses vidéos, elles sont incroyables sur YouTube. Et lui, en fait, il va démonter tous les scams du monde dans la crypto. Et en fait, c'est là où on se rend compte que des scams, il y en a partout. Il va démonter les Logan Paul, etc., etc. Et ces vidéos, elles sont ultra intéressantes. Je vous invite à les regarder. Ça dure 10 minutes en général. Le mec est hyper entertainment, enfin, c'est génial. Les vidéos sont vraiment géniales. Et sinon, vous avez Crypto Gorilla, qui est, en gros, lui, c'est un petit peu l'école alpha sur voilà, les nouveaux projets qui vont sortir. Il a parlé de Dogami il y a un an, etc. Il a bien évolué. Je le regardais un petit peu il y a quelques temps. Maintenant, j'ai un peu moins de temps. Mais voilà, si vous voulez quelqu'un qui parle des scams et qui les détruit et qui vous explique ce que c'est vraiment un scam dans la crypto, je pense que c'est hyper important. C'est assez educational. Ensuite, vous avez quelqu'un qui va vous coller quelques projets. Alors évidemment, attention, do your own research, etc., etc. You know the song. Et ensuite, sur Twitter, vous avez deux personnes vraiment différentes. Vous avez Alex Baker, qui est quelqu'un vraiment reconnu dans l'écosystème blockchain, coin, etc., qui, lui, a lancé un projet qui s'appelle Neo Tokyo, avec lequel, justement, j'avais fait une Ghost Collab, pour le coup. Et le deuxième, c'est Minister of NFT, que j'adore. C'est un mec qui fait des mèmes sur Twitter, qui est une des personnes les plus actives sur Twitter dans la crypto au monde. Donc voilà. Et après, sur LinkedIn, je vous ai mis pour moi les deux personnes qui créent le meilleur contenu, grosso modo, sur LinkedIn, et je rigole même pas. Désolé pour les autres, mais il y a Ethan Messica qui est français, qui, pour moi,
va être un des plus gros experts qui prend la parole sur LinkedIn parce qu'il a une vision énormément globale du truc. Le mec, il a une vision à 10 ans de ce que ça va donner, des besoins, des pain points, etc. C'est une énorme brute. Donc, je vous invite à aller voir ses posts. Il est génial. Et le deuxième est pas français, mais il s'appelle Diego, comme j'ai écrit là, Diego Borgo GM. Allez voir ses posts. C'est educational. Le mec, il est en train de démocratiser l'adoption, etc. Tous les posts qu'il fait sont géniaux. Donc Top, c'est voilà, je super sais que c'est précieux. sympa d'avoir deux choses comme ça à chaque fois. Super, bah, vous inquiétez pas, de toute façon, on le mettra également dans le dans Ok, le super. dans le mail récap. On va prendre tout ça. Merci à tous. Les questions qui ont pas été, forcément répondues, on reviendra dessus, je mettrai une petite phrase dans le mail récap, donc n'hésitez pas à regarder. Je vois le temps qui file, donc je voulais juste, bah, déjà vous remercier pour pour votre participation et toutes les questions que vous avez pu poser. Surtout remercier Merci, ouais. Alexandre, parce qu'Alexandre, a été très transparent dans tout ce qu'il nous a partagé et c'est hyper précieux d'avoir le retour, bah, voilà, de personnes qui sont déjà lancées dans le Web3 et qui peuvent vous partager, en toute transparence, bah, les bons côtés, les un peu moins bons côtés, les Mmh. échecs qu'on a pu vivre et comment, ça peut vous servir, à vous aussi. Donc merci beaucoup Alexandre. Et Merci à pour toi, ceux Zoé. qui et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, donc du coup, on a 2 autres webinaires, demain et mercredi, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aller sur notre page Meetup de Lyon pour pouvoir vous inscrire aux événements et également si voilà, si vous voulez, aller plus loin, mettre les mains dans le cambouis et être beaucoup plus dans le concret, n'hésitez pas à vous inscrire à notre formation, qui est organisée par Lyon avec des experts terrain. Comme le disait Alexandre, le but c'est pas de parler sans, avoir, des gens qui l'ont vécu. C'est vraiment bah, pouvoir profiter de personnes comme Alexandre qui partagent leur savoir et leur expertise sur le sujet et d'être dans l'action. Donc merci à tous et n'hésitez Merci à pas à nous tous. contacter si vous avez des questions. Merci pour Merci votre attention, beaucoup, c'était top. Merci Zoé pour l'animation. Et puis à bientôt tout le monde. à très Ciao. vite. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut.